Pendant près de 20 ans, un surdoué en mathématiques entretient le fantasme de détruire la société industrielle. Il pose des bombes ou en envoie par la poste à d'innocentes victimes. Au cours de cette vague destructrice, 3 personnes perdront la vie et des dizaines d'autres seront blessées. C'est le dossier le plus complexe du FBI. Des agents ont enquêté pendant 17 ans à la recherche du terroriste invisible qu'on avait surnommé Unabomber. Le 25 mai 1978, à Evanston, dans l'Illinois, un professeur en ingénierie du nom de Buckley Christ de la Northwestern University arriva dans la salle de courrier avec un colis dans les mains. Son nom figurait sur le colis à titre d'expéditeur. Pourtant, il ne connaissait pas l'homme à qui il l'avait présumément envoyé. Le garde de sécurité Terry Marker lança à la blague qu'il s'agissait peut-être d'une bombe. Il ne s'était pas tout à fait trompé, même si la bombe s'avéra inoffensive. C'était le début d'une vague de destruction qui allait mystifier les services du FBI pendant près de 20 ans et terroriser une nation tout entière. Le 15 novembre 1979, le vol 444 de la American Airlines décolla de l'aéroport de Chicago en partance pour Washington. Le Boeing 727 prenait de l'altitude lorsque la cabine s'emplit de fumée. Ce fut l'état de panique. L'avion dut atterrir à l'aéroport Dulles en Virginie. Plus d'une dizaine de personnes furent incommodées par la fumée et durent recevoir les soins requis. L'un des fils de la bombe avait mal été fixé. Heureusement, sinon plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie. Aux États-Unis, poser une bombe dans un avion est un délit de juridiction fédérale. On fit appel à l'agent Chris Roney du FBI pour examiner la bombe. C'était essentiellement une boîte de bois qui visiblement était assemblée à la main. Elle contenait un interrupteur barométrique, d'autres composantes de mise sous tension, des piles, des fils électriques et un contenant pour la charge explosive. La variation de la pression atmosphérique dans la soute à bagages activait l'interrupteur barométrique. C'était cet instrument qui devait provoquer l'explosion de la bombe. L'utilisation de cet équipement sophistiqué indiquait à coup sûr que le coupable était quelqu'un de très compétent en la matière. Roney commença son enquête auprès de la police de Chicago. Il espérait trouver quelque chose qu'il pourrait comparer au dispositif trouvé dans l'avion. Suite à des recherches approfondies, on identifia 2 incidents mineurs qui s'étaient produits à la Northwestern University. Apparemment, il n'y avait aucun lien entre eux. Lors du premier incident, Terry Marker avait été blessé. Le 9 mai 1979, une autre bombe avait explosé à l'université et avait grièvement blessé l'étudiant John Harris. La conception de la deuxième bombe était pratiquement identique à la première. Mais comme les incidents avaient relativement peu d'importance, les autorités n'avaient pas tenté d'établir des liens. On avait attribué ces bombes artisanales à des farceurs de mauvais goût et on s'était débarrassé des restes des dispositifs. À partir des photos seulement, Chris Roney établit que les 3 bombes avaient toutes été fabriquées par la même personne. Il y avait une certaine technique de fabrication. La façon dont le bois avait été coupé, assemblé, les marques sur le bois et la façon dont le ruban adhésif avait été collé. À partir des photos, j'ai tout de suite su que c'était la même personne dans les 3 cas. Les bombes tuyaux placées à l'intérieur des boîtes de bois étaient constituées de composantes ordinaires, des vis, des clous, de la poudre explosive et du ruban adhésif. Ces composantes étaient de fabrication artisanale et avaient été limées de façon à ce qu'il soit impossible d'en retracer la provenance.
Certaines composantes semblaient avoir été faites avec plaisir par l'auteur, tellement elles avaient été façonnées avec soin et minutie. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point cet individu avait mis du temps sur cette bombe et combien il semblait avoir apprécié l'affaire. Il n'y avait pas de doute possible. Le FBI était aux prises avec un récidiviste, un criminel passionné par ce qu'il faisait. Dans les années 50, dans une banlieue de l'Illinois, un jeune garçon timide et très intelligent du nom de Ted Kaczynski sauta une année à l'école élémentaire. Il était introverti et préférait étudier seul dans sa chambre, particulièrement la chimie. C'était un jeune enfant prodige, dont l'intelligence était supérieure à la moyenne. Son quotient intellectuel avait été évalué à 170. Il avait fait son admission à Harvard à 16 ans et avait obtenu son diplôme 3 ans plus tard, en 1962. En seulement 5 ans, il avait obtenu son doctorat de l'Université du Michigan. Il était l'assistant du professeur de mathématiques de l'Université de Berkeley en Californie. Kaczynski n'était pas un professeur populaire ni sociable. Pratiquement personne n'eut l'occasion de le connaître intimement. En 1969, il donna sa démission abruptement. La dimension sociale de sa profession semblait trop demander de lui. Il ne se sentait pas à l'aise dans le rôle de professeur. En 1971, Kaczynski décida d'abandonner complètement la vie en société. Il fit l'acquisition d'un acre et demi de terre en région, près de Lincoln, au Montana, à 1800 mètres au-dessus de cette société dont il ne voulait plus. Il construisit une cabane de moins de 3 mètres carrés, sans électricité ni eau. Il y vivait seul, lisant et écrivant. L'un de ses écrits était un essai virulent de 23 pages, dans lequel il s'insurgeait contre l'obsession de l'homme moderne face aux progrès technologiques. La recherche scientifique, écrivait-il, va inévitablement nous conduire à la mort de la liberté individuelle. Il en envoya une copie à son frère David. Ce dernier le lut et le rangea dans un coffre où il allait demeurer pendant les 25 prochaines années. En juin 1978, Ted Kaczynski sortit de sa cabane pour aller travailler pour son frère à son usine de coupe de mousse de polyuréthane. Son comportement bizarre finit par dépasser les bornes. Ted insulta une de ses collègues de travail qui avait refusé ses avances sexuelles. Son frère dut le renvoyer. Ted était rongé par le ressentiment. Il retourna vivre dans sa cabane au Montana, jurant de ne jamais revoir sa famille. Ce surdoué introverti était frustré de n'avoir pu s'intégrer socialement. Il devint encore plus solitaire, convaincu que l'homme moderne était incapable de le comprendre. Il commença dès lors à percevoir la société comme un obstacle qu'il lui fallait vaincre. Avec le temps, Ted s'habitua à sa vie de reclus. Il faisait tout pour être autonome et cultivait même ses propres fruits et légumes. Il avait peu de contact avec le monde extérieur, préférant la compagnie de la nature sauvage du Montana. Ted n'allait à Lincoln que très rarement. Et lorsqu'il y allait, c'était pour aller consulter les livres de référence de la petite bibliothèque municipale. Le 3 mai 1980, il se rendit à Lincoln sur le vélo qu'il avait fabriqué lui-même. Cette fois-ci, il n'irait pas à la bibliothèque. Il prit l'autobus d'Helena et loua une chambre au Helena Park Hotel. Le lendemain, il prit la direction de la côte ouest. Il avait une affaire pressante à régler. Percy Wood, le président de la United Airlines, reçut un colis à sa résidence en banlieue de Chicago le 10 juin 1980.
Quelques jours plus tôt, il avait reçu la lettre d'un inconnu qui lui promettait de lui envoyer un livre dont la portée sociale était très importante. Wood ouvrit le colis au-dessus du comptoir de sa cuisine. Il en retira un livre, Ice Brothers, de Sloan Wilson. Wood était intrigué. Pourquoi ce livre était-il significatif? Il l'ouvrit. Il passa à un doigt de la mort. Le terroriste s'était considérablement amélioré. C'était sa 4e bombe et sa plus puissante jusqu'à présent. Les experts en explosifs du FBI et de l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, se rendirent sur les lieux. Ils reconnurent immédiatement la signature du terroriste. À chaque fois, il s'agissait de bombes tuyaux et leur fabrication toujours la même. Sur cette bombe, cependant, le terroriste avait laissé une carte de visite. Gravée sur un morceau, dans les débris, se trouvaient les lettres F et C. Les lettres avaient été mises là à dessein. Elles avaient même été gravées de façon à résister à la détonation. Il n'y avait pas d'autre explication ni aucune autre fonction à leur présence. C'était une signature. Il n'y avait plus qu'à tenter de comprendre leur signification. Les experts du FBI avaient déjà trouvé un surnom à l'auteur de ces crimes, Unabomber. Un pour université et A pour avion, ces deux cibles de prédilection. Lui trouver un surnom avait été facile. Le retrouver, lui, serait bien plus complexe. En 1981, les lettres FC étaient l'indice le plus important dont disposait le FBI à propos de Unabomber. Les agents vérifièrent les antécédents de milliers de personnes avec ces initiales. Pendant ce temps, le terroriste continuait sur sa lancée. En octobre, on retrouva un colis dans un immeuble de l'université de l'Utah. C'était une bombe tuyau. Heureusement, elle n'éclata pas. Les experts pourraient examiner cette bombe intacte. Peut-être leur serait-il possible de retracer une de ses composantes, mais cela prendrait du temps. Unabomber était toujours actif. Au printemps de 1982, un colis destiné au professeur Leroy Wood Burnson explosa dans les mains d'un assistant de l'université de Vanderbilt. La bombe avait été fabriquée avec les mêmes matériaux. À nouveau, on retrouva une pièce avec les lettres FC dans les morceaux qui en restaient. Les experts passèrent plusieurs heures à analyser les moindres détails de la bombe. On trouva alors un indice bien étrange. Les deux dernières personnes à avoir été la cible du terroriste portaient le nom de Wood, soit le mot bois en français. Le bois jouait un rôle important dans ces bombes. On le retrouvait chaque fois. S'il n'y avait pas de bois dans la fabrication, le suspect en ajoutait quelques bâtonnets, tout simplement, sans aucun autre motif. Il y avait des références au mot bois dans les adresses et les noms des personnes à qui il s'attaquait. Mais à mesure que les recherches du FBI s'intensifiaient, la puissance des bombes de Unabomber augmentait elle aussi. Le 2 juillet 1982, le professeur Diogenes Angelakos de l'université de Berkeley en Californie, un mari dévoué et un professeur apprécié, remarqua un objet étrange sur le sol dans la salle de repos du département d'informatique. L'explosion le blessa gravement. Ses doigts furent déchiquetés. Il était au sol dans un état semi-comateux lorsqu'il trouva un mot dactylographié. Woo, cela fonctionne, je te l'avais dit. RV.
Les agents du FBI vérifièrent les antécédents de tous les Américains qui s'appelaient Wu et de tous ceux dont les initiales étaient RV. La tâche était monumentale. Mais ils ne trouvaient rien. C'était un stratagème. En mai 1985, dans le même édifice, l'ancien étudiant John Hauser, un capitaine dans la Air Force, remarqua sur le sol un cartable posé sur un autre objet. Hauser venait tout juste de poser sa candidature pour recevoir un entraînement d'astronaute. Il gisait au sol, ignorant qu'il avait déjà été accepté. Malheureusement, il ne pourrait plus jamais piloter. On retrouva sa bague de l'Académie de la Air Force incrustée dans le mur de l'autre côté de la pièce. Ironiquement, le professeur Angelakos était tout près lors de l'explosion. Il accourut pour porter secours à Hauser. Les enquêtes menées par les agents du FBI, de l'ATF et du service des postes américains avaient fini par devenir frustrantes, tellement elles n'avançaient pas. Le 8 mai 1985, la société Boeing, située à Auburn, dans l'État de Washington, reçut un colis. Il était lourd et on y avait apposé trop de timbres. Un employé du service du courrier se méfia et il appela le service de sécurité. Une radiographie du colis permit de déterminer qu'il contenait une bombe tuyau. Les lettres FC avaient été gravées à chacun des bouts. Si l'employé avait ouvert ce colis, il est fort probable qu'il serait mort ainsi que ses collègues à proximité. Le 15 novembre 1985, James McConnell, un professeur de psychologie à l'Université du Michigan, reçut une lettre et un colis d'un certain Ralph C. Kloppenberg. L'expéditeur y déclarait qu'il faisait sa thèse de doctorat. Il demandait au professeur de lire un livre. Pendant qu'il lisait la lettre, son assistant ouvrit le colis. L'explosion blessa gravement l'assistant et fit exploser les tympans de McConnell. De leur côté, les experts continuaient à disséquer les bombes. Elles évoluaient à mesure que Unabomber améliorait son art. Leurs analyses permirent de constater qu'elles étaient de plus en plus sophistiquées et par conséquent plus puissantes. Hugh Scruton était propriétaire du magasin d'informatique Rentech à Sacramento en Californie. Le 11 décembre 1985, vers midi, il sortait par la porte arrière lorsqu'il remarqua quelque chose. Cela ressemblait à un bloc de bois, 4 clous en sortaient, la pointe vers le haut. L'explosion fut dévastatrice. La poitrine de Scruton fut complètement ouverte, laissant son cœur à découvert. Unabomber était devenu un meurtrier. La bombe qui avait tué Hugh Scruton était la plus puissante. C'était un tuyau à l'intérieur d'un autre tuyau. Elle était de fabrication similaire aux autres. On y avait également gravé les lettres FC de chaque côté. Ted Kaczynski vivait toujours dans sa cabane isolée. Lorsqu'il ne fabriquait pas des bombes, il écrivait. Il mettait au point une philosophie pour justifier ses crimes. Pour Kaczynski, la société technologique était une abomination. Elle causait la destruction de la Terre et transformait les êtres humains en des robots sans âme. Selon lui, quiconque entrait dans cet état de sujétion à la technologie était un scélérat. Le 20 février 1987, en regardant par la fenêtre de son bureau, la secrétaire du magasin d'Electronic Cam de Salt Lake City aperçut un homme dans le stationnement en train de déposer un objet au sol. Une heure plus tard, le propriétaire du magasin, Gary Wright, arrivait dans le stationnement. Il remarqua l'objet. C'était un bloc de bois d'où sortaient 4 clous, les pointes vers le haut.
Wright fut gravement blessé, mais miraculeusement, il eut la vie sauve. Pendant que la police était à la recherche d'un suspect dans les gares d'autobus et les commerces, on fit dresser son portrait grâce à la description de la secrétaire. À en juger par ses déclarations, l'homme était déguisé. Le dessin ne permit pas à la police de retrouver Unabomber, mais elle eut tout de même un résultat positif. Unabomber savait qu'il avait été vu et il cessa de faire des vagues pendant un certain temps. En 1993, après une pause de 6 ans, des événements très médiatisés le poussèrent à reprendre son travail là où il l'avait laissé. L'affrontement à Waco, au Texas, entre les agents de l'ATF et la secte des Davidiens, ainsi que le premier attentat du World Trade Center, avait créé un climat politique très violent. Unabomber s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne de terreur. Charles Epstein est un généticien renommé de l'Université de San Francisco. Le 22 juin 1993, il s'assit à la table de sa cuisine pour ouvrir son courrier, notamment une enveloppe coussinée qu'il venait de recevoir. La détonation blessa gravement Epstein. Après 2h30 sur la table d'opération, son état finit par se stabiliser. Deux jours plus tard, soit le 24 juin, David Gelernter, un éminent expert en informatique de l'université de Yale, arriva tôt à son bureau pour ouvrir son courrier de la veille. Il eut des blessures au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Gelernter parvint à sortir de son bureau et à chercher de l'aide. Quelques heures après l'explosion de la bombe destinée à Gelernter, le New York Times reçut une lettre. Elle provenait d'un soi-disant groupe d'anarchistes appelé FC qui revendiquait les dernières bombes. Le FC promettait de leur envoyer bientôt de nouvelles informations. Il donnait également aux responsables du Times un numéro d'identification pour qu'ils puissent s'assurer de l'authenticité des prochaines communications. Ce numéro était le 553 25 43 94. Le FBI découvrit qu'il s'agissait du numéro d'assurance sociale d'un ex-prisonnier en liberté conditionnelle de la Californie. Fait incroyable, il avait les mots « Pure Wood », bois pur, tatoués sur son bras. Une enquête permit rapidement de prouver qu'il n'était pas Unabomber. On découvrit alors un autre indice important. En analysant le papier de la lettre adressée au New York Times, on pouvait distinguer la trace à peine visible d'une note manuscrite, appelée Nathan R. mercredi à 19h. C'était la première piste importante donnée par Unabomber. Le FBI interrogea plus de 10 000 personnes prénommées Nathan et dont le nom de famille commençait par la lettre R. Leur recherche ne donna malheureusement rien. Cette dernière vague d'activité obligeait le FBI à mettre les bouchées doubles. Une escouade spéciale formée d'agents du FBI, de l'ATF et d'inspecteurs du service des postes fut formée. Jim Freeman était alors le chef de bureau du FBI de San Francisco. C'est également lui qui dirigeait l'escouade spéciale. Nous avions des indices dans 3 différents bureaux du FBI et plusieurs laboratoires d'État. Notre tâche principale était de réunir toutes ces informations, de déterminer ce qui avait déjà été fait au niveau de l'enquête. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'enquêter à nouveau sur tous les crimes perpétrés par Unabomber. Pendant que l'escouade spéciale travaillait d'arrache-pied, Kaczynski poursuivait sa croisade anti-modernisme. Le 10 décembre 1994, Thomas Moser, cadre d'une agence de publicité, ouvrait son courrier à sa résidence de Caldwell, au New Jersey. Sa femme et leurs 2 filles étaient à l'étage. Il examina un petit colis sur lequel on avait apposé trop de timbres. Il provenait d'un certain H.C. Wickel, du département des sciences économiques de l'Université de San Francisco. Cette explosion fut la plus dévastatrice. Thomas Moser fut décapité instantanément.
Grâce à tous les éléments de l'enquête entourant Unabomber, l'agent Moonell avait fabriqué des répliques de ces bombes à partir des débris recueillis sur les diverses scènes de crime. Tout comme les 15 premières bombes, cette dernière était incontestablement le résultat du travail de Unabomber. Quelques mois plus tard, Ted Kaczynski se prépara à demeurer un certain temps sur la côte ouest. Ce voyage serait le plus occupé jusqu'à ce jour. Le 19 avril 1995, Kaczynski était dans la baie de San Francisco lorsque la bombe de près de 1000 kg d'essence de Timothy McVeigh détruisit l'immeuble Alfred P. Murrah à Oklahoma City, tuant 168 personnes. Cet événement n'eut aucun effet sur les plans de Ted. Le lendemain, soit le 20 avril, la nation n'était pas encore remise de la dévastation d'Oklahoma City que Kaczynski posta 4 lettres et un colis. Quelques jours plus tard, le courrier arriva sur la côte Est. La première lettre était destinée au New York Times. L'agent spécial Terry Turchie du FBI était alors le commandant en second de l'escouade spéciale. Dans la lettre adressée au New York Times, il revendiquait la responsabilité des attaques de Thomas Mother, Charles Epstein et David Gelernter. Il mentionnait aussi certains de ses objectifs. Il déclarait avoir l'intention d'envoyer un manuscrit ou un essai au journal et il désirait qu'il le publie. S'ils acceptaient, il promettait de ne plus commettre d'actes de terrorisme. La seconde lettre était adressée à la victime David Gelernter de Yale, qui n'était pas encore remis complètement de ses blessures. La lettre était sarcastique. Professeur Gelernter, les individus qui ont des diplômes ne sont pas aussi intelligents qu'ils le croient, écrivait-il. Si vous aviez eu la moindre cervelle, vous auriez compris que beaucoup de gens détestent amèrement la façon dont les techno-ringards de votre trempe tentent de changer le monde. Le 25 avril 1995, l'Association de foresterie de Californie reçut un colis. Il était adressé à son ancien président, William Dennison. Gilbert Murray, le nouveau président en poste, décida de l'ouvrir. Le colis piégé explosa avec une violence incroyable, détruisant tout ce qui se trouvait dans le bureau. Gilbert Murray fut littéralement déchiqueté. À 4 pâtés de maison, le gouverneur de la Californie entendit la détonation de son bureau. La vague de terreur de Unabomber s'étendait à la grandeur du pays. Des alertes à la bombe étaient rapportées partout aux États-Unis. La liste de suspects du FBI comptait 50 000 noms. 16 ans et 16 bombes plus tard, Unabomber avait fait 3 morts et blessé plus d'une vingtaine de personnes. 2 mois après la mort brutale de Murray, le San Francisco Chronicle reçut une lettre. On pouvait y lire que le groupe terroriste FC, appelé Unabomb par le FBI, comptait faire exploser un avion en partance de l'aéroport de Los Angeles au cours des 6 prochains jours. Nous avons pris cette menace au sérieux parce que Unabomber avait effectivement déjà posé une bombe sur un avion. Elle n'était pas assez importante pour que l'avion explose en plein ciel, mais nous savions qu'il avait fait des progrès et qu'il en était sans doute maintenant capable. Les agents du FBI prirent des mesures de sécurité extraordinaires. Les gardiens ne laissaient passer personne qui n'avait pas déjà son billet d'avion. Tous les sacs furent fouillés. Des chiens renifleurs vérifiaient absolument tout. Le service postal interrompit le transport de courrier par avion à bord des vols commerciaux. On interrogeait les passagers qui avaient des sacs de voyage. On leur demandait s'ils l'avaient eu sur eux en tout temps, s'ils avaient eux-mêmes fait leur bagage. C'est ce genre de questions que nous avons commencé à poser ce jour-là à l'aéroport de Los Angeles. Le même jour que celui où le San Francisco Chronicle reçut la menace à propos de l'aéroport, au Washington Post, on recevait de FC un manifeste de 56 pages dactylographiées. Le New York Times reçut quant à lui une copie carbone du manifeste le lendemain et le magazine érotique Penthouse 2 jours plus tard. La lettre destinée aux responsables du Post et du Times mentionnait les conditions et les termes de la publication du manifeste. L'auteur acceptait de cesser d'envoyer des bombes si on le publiait. Pour l'agent spécial Terry Turchie et l'escouade spéciale,
La réception de ce manifeste était une chance inespérée. Bien sûr, quand nous avons reçu le manuscrit du Unabomber, c'était une information très importante. Nous savions que c'était ce que nous attendions et que cela nous permettrait peut-être d'identifier Unabomber. Le manuscrit était intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». C'était un manifeste contre la technologie, la génétique, le gauchisme, le conservatisme et la société moderne en général. Les experts du FBI avaient recueilli beaucoup d'indices après toutes ces années d'enquête. Ils n'espéraient plus qu'une piste, celle qui permettrait de résoudre cette affaire. Freeman était de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait publier le manifeste. Nous étions en faveur de sa publication après avoir lu le document, parce qu'il était évident que cet individu avait développé cette philosophie au fil de plusieurs années. Nous espérions qu'à la lecture du texte, quelqu'un se dirait « Je me souviens de ce garçon qui était avec moi en classe à telle ou telle université. » Après maintes discussions entre le directeur du FBI, le procureur Janet Reno, les responsables du Washington Post et du New York Times, on en vint à la décision de le publier. Le manifeste parut dans un cahier spécial du Post le 19 septembre 1995. Au début de 1996, David, le frère de Ted Kaczynski, avait eu le temps de réfléchir. Il avait appris qu'il y avait une relation entre Chicago, leur ville d'enfance, en plus de Berkeley et Salt Lake City et Unabomber. Il était intrigué par cette série de hasards. Il obtint une copie du manifeste et commença à le lire. Il espérait ainsi pouvoir s'assurer que son frère n'était pas l'auteur de ces crimes. Mais à la lecture du document, il fut terrifié. Il reconnaissait le langage et le contenu du manifeste. C'était identique à certains écrits de son frère Ted. David fouilla dans les documents et les lettres de son frère et les compara au manifeste. Tout comme Ted, l'auteur employait l'expression « cool-headed logician », logicien à la tête froide. David était inquiet mais pas encore convaincu. Il écrivit une lettre à son frère pour lui dire qu'il souhaitait lui rendre visite au Montana, mais il ne fit pas état de ses soupçons. Ted refusa de le rencontrer. David décida alors d'engager un détective privé afin que ce dernier examine la situation. Les nouvelles que ce dernier lui rapporta n'étaient pas encourageantes. Le détective avait soumis le manifeste ainsi que d'autres échantillons des écrits de Ted à des experts qui ignoraient tout de cette affaire. Selon les experts, il y avait de fortes chances que les auteurs du manifeste et des autres échantillons soient une seule et même personne. David poursuivit sa recherche de documents provenant de Ted. Dans un vieux coffre, il retrouva l'essai que Ted avait écrit en 1971. David ne pouvait plus se cacher la vérité. Il était possible que le Unabomber et son frère fussent une seule et même personne. David Kaczynski était en état de choc. L'essai de 1971 qu'il avait retrouvé ressemblait de façon troublante au manifeste de Unabomber. Déchiré entre la perspective de dénoncer son propre frère et celle de laisser d'autres personnes se faire tuer, David prit finalement une décision. Par le biais de son avocat, il entra en contact avec le FBI pour leur parler de ses soupçons. En février 1996, David Kaczynski parla de son frère aux membres de l'escouade spéciale. Il donna un compte-rendu précis de la vie de Ted, où il avait grandi, l'école qu'il avait fréquentée et où il vivait maintenant. Il leur donna ensuite à lire l'essai de 1971. Nous avons alors pu faire une comparaison entre le document qui était beaucoup plus ancien et la copie du manifeste. Nous avons tout de suite su qu'il ne s'agissait pas de simples coïncidences.
Les experts du FBI analysèrent l'essai et découvrirent plus de 160 ressemblances entre les deux documents, notamment des expressions et des fautes d'orthographe et ainsi de suite. Après 17 ans, les agents du FBI disposaient enfin d'un premier suspect important en la personne de Ted Kaczynski. Les agents du FBI surveillaient étroitement la cabane de Ted Kaczynski en attendant l'obtention d'un mandat de perquisition. Ils espéraient que Unabomber ne ferait pas d'autres victimes dans l'intermédiaire. Au début d'avril, ils avaient assez d'indices pour obtenir un mandat. Ils avaient entre autres découvert que Ted avait fait de nombreux voyages. Les registres d'hôtel montraient qu'il était toujours en voyage peu avant l'explosion d'une bombe. L'agent Terry Turchi soumit un affidavit de 65 pages relatant les détails de l'affaire contre Ted Kaczynski et demandant la permission de fouiller sa cabane. Nous travaillons depuis 5 heures du matin à mettre les diverses équipes d'agents en position dans les bois de Lincoln, au Montana, ainsi qu'à un poste de commandement que nous avions établi dans la ville même. Chacun avait un rôle déterminé à jouer. Nous disposions également d'une équipe d'experts qui se trouvait à un autre poste de commandement. Nous étions tous prêts lorsque le mandat nous a été accordé. Des agents du FBI en civil et un garde forestier se rendirent à la cabane de Kaczynski. Ils s'approchaient en parlant à haute voix. Ils ne voulaient pas que Kaczynski croie qu'il était espionné. Les agents lui demandèrent son aide pour identifier les limites de sa propriété sur une carte géographique. Pendant qu'il rentrait pour prendre une veste, les agents se précipitèrent sur lui. Kaczynski était maintenant en détention provisoire. On l'emmena au poste de commandement temporaire pour l'interroger. Jim Freeman allait enfin rencontrer l'homme qui avait échappé au FBI pendant presque 20 ans. Il avait l'air débraillé. On aurait dit qu'il était couvert de suie. Les agents qui lui ont pris les bras pour le maîtriser avaient de la suie sur les mains. Kaczynski nia toute accusation et refusa de dire s'il avait des bombes. Au cours de l'interrogatoire, on commença la fouille de sa cabane. On traita les lieux comme s'il s'agissait d'une véritable bombe. On pouvait présumer qu'il y avait des explosifs. Kaczynski avait même peut-être piégé sa cabane. Des équipes spécialisées dans les explosifs y pénétrèrent. Ted Kaczynski n'avait pas encore été inculpé. Les experts qui fouillèrent sa cabane trouvèrent assez de preuves pour l'inculper de possession de matériaux reliés à la fabrication de bombes. Il y avait des tuyaux, des produits chimiques, des fils électriques, des piles et des boîtes de bois. Ces découvertes permettraient aux agents de prolonger la détention de Kaczynski pendant que des fouilles plus exhaustives seraient effectuées. L'agent spécial et expert en explosifs Donald Sachleben devait trouver le plus grand nombre d'indices possibles pour obtenir un mandat d'arrestation. Il se rendit immédiatement à Helena pour présenter sa pétition au juge. Sachleben travaillait sur l'affaire Unabomber depuis plusieurs années. Je rentrais à Helena ce soir-là lorsque Pat Webb et moi-même, qui travaillons sur cette enquête depuis si longtemps, nous nous sommes regardés en nous disant que c'était peut-être le début de la fin. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment compris que nous avions enfin mis la main au collet du Unabomber. Ted Kaczynski fut gardé en détention pour la nuit jusqu'à ce qu'on puisse procéder formellement à son arrestation le lendemain matin. La télévision nationale diffusait des images de lui, marchant dans la rue, accompagné des policiers. Il était l'incarnation même de l'ermite excentrique. Le lendemain, il comparut devant un juge d'Helena et fut accusé de posséder du matériel pour fabriquer des bombes. La fouille de la cabane se poursuivait. C'était une véritable mine d'or, mais il fallait être très prudent. Les indices recueillis à pas de tortue étaient cependant très incriminants. Il y avait toute une série de cartables contenant des pages et des pages de modèles de bombes qui correspondaient à celles que Unabomber avait fabriquées.
Il y avait également de la poudre explosive du type de celle de Unabomber, des lingots d'aluminium et des copeaux d'aluminium, autant de composantes importantes dans la fabrication de bombes. On trouva également le chandail à capuchon et les lunettes fumées décrites par un des témoins. L'agent Thomas Marnell, qui a analysé les bombes de Unabomber, était également sur les lieux. Parmi les autres indices dans la cabane, il y avait des composantes électriques et des fils semblables à ceux qu'on trouvait dans la majorité des dispositifs de Unabomber. Nous avons trouvé un interrupteur artisanal identique à 3 interrupteurs déjà placés dans des bombes. Après 2 jours de fouilles, on interrompit les recherches. On avait trouvé un colis. Il était enveloppé comme les autres bombes. Il y avait une adresse de retour. Il ne restait plus qu'à y ajouter le nom de la victime et son adresse. Le colis fut radiographié. Il contenait une bombe tuyau prête à exploser. L'agent spécial Sarleben devait gérer cette situation de crise. Grâce au rayon X, nous avons pu constater que la bombe était semblable à celle qui avait tué M. Murray à Sacramento. Nous avons sorti la boîte de la cabane et nous avons descendu la colline où nous avons établi un site temporaire pour la désamorcer. On poursuivit les recherches les jours suivants. Les indices incriminants ne cessaient de s'accumuler. En plus des matériaux destinés à la confection de bombes, les experts trouvèrent des lettres, des mots, des diagrammes et le manifeste de Unabomber. Il restait encore à trouver la preuve irréfutable de l'implication de Ted Kaczynski, la machine à écrire qu'il avait utilisée pour rédiger son manifeste. La machine utilisée n'a été trouvée que le dernier des 4 ou 5 jours de fouille. Elle était au fond de la dernière boîte qui a été ouverte. En tout, il avait fallu 11 jours de recherche pour examiner le contenu d'une cabane de 2,40 mètres carrés, mais ce travail minutieux avait porté fruit. L'homme qui avait tué, mutilé et ruiné la vie de tant d'innocentes victimes avait enfin été arrêté. Le 14 avril, la cabane fut placée sur une remorque et transportée au laboratoire judiciaire pour que les recherches se poursuivent. On porta de nouvelles accusations contre Ted Kaczynski. Le 18 juin 1996, il y avait 10 chefs d'accusation contre Ted Kaczynski. L'un d'eux était la mort de Hugh Scruton. Il y avait 3 chefs d'accusation pour les blessures de Charles Epstein, 3 pour la mutilation de David Gelorter et 3 pour la mort de Gilbert Murray. Ce dernier aurait d'ailleurs célébré son 48e anniversaire à cette date. Les autorités du New Jersey avaient d'autres accusations à porter pour la mort de Thomas Moser. Le 12 novembre 1996, des visiteurs triés sur le volet entraient dans la salle d'audience de la cour de Sacramento pour assister au procès tant attendu de Ted Kaczynski. Dans la première rangée se trouvait David, le frère de Ted et sa mère, Wanda Kaczynski. Lorsque Ted entra dans la salle, il tourna le dos aux membres de sa famille et ne les salua pas. Les avocats allaient débuter quand Ted se leva et demanda un nouvel avocat. Quelques jours plus tard, le juge ordonna que Kaczynski subisse une évaluation psychologique. La psychiatre Sally Johnson passa plusieurs jours avec Ted Kaczynski. Elle en conclut que ce dernier était mentalement malade, mais qu'il était cependant apte à subir son procès. Les preuves contre Ted Kaczynski étaient imposantes. Le FBI se préparait depuis 17 ans. Les experts avaient reconstruit et conservé toutes les bombes reliées au crime de Unabomber. Après l'arrestation de Ted Kaczynski, ils avaient pu établir un lien irréfutable entre lui et Unabomber. La vie de réclusion qu'avait choisi ce dernier ne serait plus un choix qu'il pouvait faire. Sans autre option, il plaida coupable à tous les crimes reliés à Unabomber. Il écopa de 4 peines d'emprisonnement à vie plus 30 ans. Il ne pourrait jamais être éligible à une libération conditionnelle. Pour l'agent Terry Turchi, l'enquête entourant Unabomber montre à quel point le FBI est déterminé à ne jamais abandonner jusqu'à ce que justice soit rendue, peu importe le temps requis.
Les gens qui commettent ces crimes et qui s'en tirent pendant plusieurs années deviennent de plus en plus arrogants. Ils croient qu'on ne les arrêtera jamais. Mais ils doivent comprendre que nous n'abandonnons jamais la partie. Nous sommes déterminés à résoudre ces enquêtes. C'est notre mission et nous nous y conformons. En juin 1998, Johanna Lee, l'assistante de l'éditeur Simon Schuster Publishing, reçut une lettre de Ted Kaczynski dont l'adresse de retour était la prison. Elle savait qu'il s'agissait de Unabomber, mais elle l'ouvrit tout de même. Kaczynski désirait qu'on publie un livre à propos de son combat. À ce jour, personne n'a encore accepté de le publier. En 1989, en Virginie, les résidents d'un immeuble se réunissent pour célébrer Noël. Pour Melissa Brannon, 5 ans, cette fête est très importante. Puis, tout à coup, l'enfant disparaît. D'importantes recherches sont immédiatement organisées. Le service de police ainsi que la population locale mettent leurs efforts en commun pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Le 3 décembre 1989, les résidents du complexe d'appartements Woodside à Lorton, en Virginie, se réunissaient lors de leur soirée du temps des fêtes. Bien que l'immeuble fût grand, tout le monde se connaissait. La majorité des activités organisées étaient axées sur le thème de la famille. Les enfants adoraient participer à cette fête car ils y recevaient des cadeaux. Tammy Brannon, une jeune mère divorcée, avait trouvé là un endroit privilégié pour y élever Melissa, son unique enfant. Avant de quitter la fête, Tammy discuta encore quelques instants avec une amie. Melissa échappa à son attention pendant quelques secondes. Le cauchemar venait malheureusement de commencer. Melissa? Melissa? Melissa avait disparu. On avisa immédiatement le service de police de Fairfax County. Le détective Bill Wilden promit à Tammy de faire tout en son pouvoir pour retrouver l'enfant. Les agents questionnèrent tous les invités. Personne ne se rappelait avoir vu Melissa quitter les lieux, ni même s'approcher de la porte de sortie. Richard Rappaport, le responsable des recherches au service de police de Fairfax, prêta main forte au détective Wilden pour organiser les recherches. C'est lui qui se chargerait de l'enquête. L'hypothèse la plus évidente était qu'elle s'était cachée quelque part dans l'immeuble ou qu'elle était en train de jouer avec d'autres enfants. Les agents ont donc commencé par fouiller l'immeuble en entier puis les environs. Cette nuit du 3 décembre était très froide. Je crois qu'une enfant de 5 ans sans vêtements chauds n'aurait pas survécu dehors tellement il faisait froid. À l'aide d'agents de police et d'une dizaine de volontaires, Rappaport organisa ensuite une fouille méticuleuse du secteur. Ils se mirent immédiatement au travail. À eux se joignirent une centaine de voisins, d'autres policiers, ainsi que des militaires dont la réserve était située à Fort Belvoir. La plupart des volontaires étaient eux-mêmes parents. Ils n'avaient qu'un seul but, retrouver au plus vite Melissa.
Ils espéraient retrouver l'enfant égaré dans la forêt et appelant sa mère à l'aide. Les agents interrogèrent les 200 personnes qui avaient participé à la fête, en plus des 400 autres résidents de Woodside. Il y avait plusieurs appartements, mais la plupart des locataires connaissaient la fillette. La nouvelle de sa disparition avait ébranlé tout le monde. Melissa était une enfant timide. Il était peu probable qu'elle soit partie sans le dire à sa mère, et encore moins avec un inconnu. Le détective Wilden interrogea longuement Tammy. Il lui demanda si elle avait déjà eu le moindre conflit avec des voisins ou un de ses employeurs. Tammy était comptable. Elle avait de bonnes relations avec son entourage. Elle vivait dans cet immeuble depuis qu'elle avait divorcé de son mari au Texas 3 ans plus tôt. Elle avait dû s'adapter à sa nouvelle vie de mère seule, mais avait conservé de bons rapports avec son ex-mari. Les détectives remarquèrent une fenêtre ouverte dans la salle des fournaises. L'expert Jim Gogan fut appelé pour y jeter un coup d'œil. L'emplacement de la porte d'entrée obligeait les gens à sortir de l'immeuble en se frayant un chemin parmi les invités. La seule autre option était d'emprunter le couloir qui menait aux toilettes ou de sortir par la salle des fournaises. C'est précisément à cet endroit que nous avons découvert une fenêtre ouverte. Nous en avons donc déduit que c'était par là qu'on avait sorti la fillette de l'immeuble. Il était possible que Melissa ait été enlevée. Du coup, l'affaire devenait plus complexe. Les agents poursuivirent les interrogatoires. À maintes reprises, des invités mentionnèrent que le concierge de l'immeuble avait eu un comportement étrange au cours de la soirée. Des résidentes avaient été choquées par les avances sexuelles explicites de Caleb Hughes. La fillette avait peut-être été enlevée par un homme qui voulait abuser d'elle sexuellement. Nous espérions la retrouver avant que sa vie ne soit en danger. Les détectives recueillirent divers objets appartenant à Melissa, tels que sa robe de nuit, sa brosse à cheveux et les draps de son lit. Pendant ce temps, d'autres policiers poursuivaient l'interrogatoire des invités. Le nom de Caleb Hughes fut mentionné à plusieurs reprises. Il avait passé beaucoup de temps à jouer avec les enfants et certains parents n'avaient pas aimé le voir les toucher. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son comportement. Il n'était pas aussi bien vêtu que le reste des invités pendant la fête. Il portait ses vêtements de travail. Il a bavardé avec des résidents qu'il connaissait un peu, puis il a passé du temps à parler avec la mère de Melissa. Il lui a offert d'emmener la fillette avec d'autres enfants aux toilettes, si jamais ils avaient besoin d'y aller. Son comportement à l'égard des enfants était anormal. Les policiers essayèrent de joindre Hughes par téléphone avant de se rendre directement chez lui. Sa femme déclara qu'elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Il avait quitté la fête peu avant notre arrivée. Il vivait à seulement 6 km de l'immeuble. Pourtant, cela nous a pris plusieurs heures avant de pouvoir lui parler parce qu'il n'était pas encore rentré. 2 heures et demie après la disparition de Melissa, Caleb Hughes téléphona enfin à la police. Des détectives se rendirent à nouveau chez lui. Le concierge déclara qu'il avait un peu traîné avant de rentrer à la maison. Les policiers remarquèrent alors qu'il ne portait pas les vêtements décrits plus tôt par les invités. Hughes les avait mis dans la machine à laver avec une paire de chaussures de course, une ceinture de cuir et un étui de couteau. Il n'y avait cependant aucune trace de l'arme.
Personne ne savait ce qu'il avait fait pendant ces quelques heures. Il était rentré au beau milieu de la nuit alors que sa famille dormait. Pourquoi donc avait-il ressenti ce besoin de laver ses vêtements, et en particulier ses chaussures? C'était plutôt étrange. Cela n'a fait qu'amplifier nos soupçons. Comme Hughes semblait réticent à parler devant sa femme, les policiers le conduisirent au poste de police pour poursuivre son interrogatoire. Il refusait peut-être de parler chez lui parce qu'il avait une maîtresse. Mais à la grande surprise des détectives, Hughes n'avait pas d'alibi. Il déclara ne pas connaître Melissa Brannan. Il avait traîné en route après s'être acheté 6 bières, puis avait décidé de laver ses vêtements une fois rentré à la maison. Son explication était que c'était les seuls vêtements de travail qu'il possédait et qu'il devait les laver car il les portait le lendemain. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Hughes était toujours évasif. Le détective Wilden fut forcé de lui donner congé, même s'il était convaincu que le concierge mentait. Pour le moment, il était le principal suspect dans la disparition de Melissa Brannan. Le détective Bill Wilden avisa alors Robert Oran, l'avocat du procureur du comté de Fairfax. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un homicide. Le suspect avait pourtant réagi d'une façon très étrange. Lorsqu'on accuse un individu d'avoir enlevé un enfant de 5 ans, il a normalement une réaction de défense et réagit en protestant. Mais Hughes n'a pas eu cette réaction. Il a même mis Wilden au défi de le prouver. Son comportement était vraiment suspect. Gogan fit imprimer des centaines d'affiches avec la photo de Melissa. Quand le soleil s'est levé, les battus se sont poursuivis vers le sud et sur l'autoroute. Des soldats fouillaient les bois près du chemin de fer. Nous avons essayé d'imaginer des lieux où elle pouvait se trouver. Une fois encore, des centaines de personnes ont été mises à contribution. La voiture que Hughes avait utilisée le soir de la disparition de Melissa appartenait à sa femme. Cette dernière donna l'autorisation aux policiers de la fouiller. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales, de sang, fibres, cheveux, de tout indice qui leur permettrait de vérifier si Melissa s'y était trouvée. Les analyses révélèrent que toutes les empreintes digitales provenaient de membres de la famille Hughes. Par la suite, on préleva des cheveux et des fibres à l'intérieur du véhicule. D'habitude, ce type de micro-indice est recueilli à l'aide d'un aspirateur spécial. Malheureusement, il y avait trop de rebuts de toutes sortes pour procéder de cette façon. Lorsque je me suis approché de la voiture et que j'ai regardé à l'intérieur, j'ai eu un mouvement de recul. Les Hughes avaient 2 gros chiens qu'ils transportaient souvent dans leur voiture. Il y avait beaucoup de débris et de saleté. C'était sans dessus-dessous. J'ai secoué la tête en me disant que nous n'étions pas au bout de nos peines. J'ai utilisé du ruban adhésif plutôt que l'aspirateur, en espérant recueillir ce qui se trouvait uniquement à la surface. C'était plutôt rare que nous procédions ainsi. En fait, c'était la première fois depuis que je travaillais au service de police de Fairfax. Maintenant, c'est une procédure que nous utilisons fréquemment. Gogan plaça ensuite les rubans adhésifs entre des feuilles de plastique transparent pour les examiner au microscope. Pendant que les experts poursuivaient l'examen du véhicule, les médias s'emparèrent de l'histoire de la disparition de la fillette. Le soir de la fête, Melissa portait un chandail bleu en acrylique orné du personnage de Big Bird. Elle avait des collants rouges, une jupe à carreaux rouges et une veste rose. J'ai remarqué des fibres roses et bleues sur le ruban adhésif.
et ça m'a paru intéressant. En même temps, j'étais un peu inquiet car je savais qu'il nous faudrait retrouver les vêtements de la fillette pour procéder à une comparaison. Sans cela, il serait pratiquement impossible de tirer des conclusions. Gorgon aspergea l'intérieur du véhicule de luminol et découvrit des traces de sang sur le volant, les pédales et la moquette. Lorsqu'on soumet une partie traitée au luminol à un éclairage spécial, les taches de sang deviennent fluorescentes. Ce produit est très utile pour retrouver des traces de sang, mais il peut cependant détruire certaines marques génétiques de l'échantillon. Lorsque j'ai vaporisé le produit sur le volant, j'ai obtenu une réaction chimique. La même chose sur les pédales. J'ai ensuite recueilli le sang à l'aide d'un coton-tige. Hughes avait lavé ses chaussures, mais les experts du laboratoire parvinrent tout de même à déceler des taches de sang sur les semelles. Lorsque les policiers m'ont remis les vêtements du suspect, j'ai remarqué des entailles sur ses semelles et j'ai tout de suite trouvé ça louche. Le lien était facile à faire. Il avait tailladé ses semelles et comme par hasard, j'avais trouvé du sang sur l'accélérateur de sa voiture. Caleb Hughes avait-il tenté de dissimuler des preuves pour ne pas être associé à un crime aussi crapuleux? Après la découverte de sang dans la voiture du suspect, les détectives espéraient obtenir une confession de Hughes. Ils lui demandèrent de passer le test du détecteur de mensonges. Ce dernier ne parvint jamais à expliquer la présence d'entailles récentes sur ses semelles, ni où il se trouvait pendant les 2h30 entre son départ de l'immeuble et son arrivée à la maison. Il n'a jamais donné d'explication. Il ne faisait que répéter qu'il avait traîné en chemin. C'est tout ce que nous avons pu en tirer. Lors du test de détecteur de mensonges, Hughes nia avoir tué Melissa, mais l'expert Rick Daniel sut qu'il mentait. On lui a montré des photos. Il a nié formellement avoir vu cet enfant. Il a nié la connaître. Les policiers savaient qu'il mentait, puisqu'il s'était assis à la même table qu'elle. Daniel était convaincu qu'il cachait quelque chose, qu'il mentait et qu'il essayait de le berner. Malheureusement, en Virginie, ce test n'est pas considéré comme une preuve. On ne peut pas le présenter en cours. Les détectives étaient convaincus de la culpabilité de Hughes. De son côté, Tammy Brannan s'accrochait à la moindre parcelle d'espoir. Les cadeaux de Noël de la petite Melissa l'attendaient encore au pied du sapin. Le bulletin de 19h a obtenu la confirmation que la police dispose d'un suspect principal dans l'enquête entourant la disparition de Melissa Brannan, 5 ans. Les recherches se poursuivent. Une récompense de 10 000 $ est offerte pour toute information à propos de Melissa. L'attente était insupportable pour Tammy Brannan et ses parents. La disparition de la fillette avait plongé la petite localité dans le désarroi pour la seconde fois. 5 mois plus tôt, Rosie Gordon, 10 ans, était partie faire du vélo lorsqu'elle avait été enlevée, violée et tuée. On n'avait jamais retrouvé son meurtrier. La mère de Rosie ne tarda pas à apporter son soutien à Tammy Brannan. La nouvelle de la disparition de Melissa se propagea rapidement. La population montra son appui à la jeune mère en ornant les arbres de Noël de rubans jaunes symboliques. Tammy était une mère merveilleuse. Elle adorait sa fille et la protégeait. Melissa était sa seule enfant. Tous ces éléments mis ensemble ont touché le cœur des gens. Ils s'identifiaient à la famille Brannan et étaient de tout cœur avec elle. Des centaines de personnes proposèrent leurs services pour poser des affiches et aider les autorités locales à poursuivre les recherches. On fit également appel à un nouvel expert. John Goad est conseiller en recherche et sauvetage pour le Centre national de disparition et d'exploitation des enfants. Nous avons accès à toutes les données entourant la disparition d'un individu. Nous apportons notre aide aux familles et aux services de police. Nous sommes un peu le pont entre les deux.
Nous travaillons sur le plus grand nombre de cas possibles. Après avoir été mis au courant des détails de l'affaire, Gould et son collègue se rendirent directement à l'immeuble en question. À l'extérieur, ils remarquèrent les traces de pas d'un homme adulte. Elles débutaient près de la fenêtre de la salle des fournaises et menaient à une clôture dont la partie supérieure était endommagée depuis peu. Nous avons aussi remarqué des empreintes de pas de l'autre côté de la clôture qui menaient à un stationnement derrière l'immeuble. Il s'agissait du stationnement d'un restaurant abandonné ou de quelque chose comme ça. Les traces s'arrêtaient là. Il n'y avait cependant aucune empreinte d'enfant. S'il s'agissait du ravisseur, et nous avions de bonnes raisons de le croire, cela signifiait que la petite Melissa avait été transportée de la fenêtre jusqu'à son véhicule. Mais où Hughes avait-il pu la conduire? Les détectives eurent un coup de chance en interrogeant la femme du suspect. Elle le soupçonnait de traîner après le travail et lui avait interdit de le faire. Elle préférait qu'il rentre directement à la maison. À l'insu de son mari, elle avait noté le kilométrage de la voiture. Le lendemain, lorsqu'elle a vérifié le compteur, elle a constaté qu'il avait fait 20 km de plus que d'habitude. Cela nous donnait une bonne indication de la distance qu'il avait parcourue la nuit du 3 décembre. Nous avons noté l'emplacement de l'immeuble du sud de Fairfax County, où la disparition avait eu lieu, et celui de la résidence de Hughes, dans la partie nord de Prince William County. Puis, nous avons utilisé une ficelle équivalent à 20 km linéaires à l'échelle de la carte. Nous avons attaché ensemble les deux extrémités de la corde et les avons fixées aux épingles. Avec un crayon, nous avons délimité un espace de sorte que n'importe quel point à l'extérieur de la corde se trouvait être à la limite du territoire où on a effectué des recherches le 8 décembre. Quelques jours après la disparition de Melissa Brannon, une nouvelle battue fut organisée dans un rayon de 40 km² avec l'aide de l'armée, des services de police, de la patrouille aérienne et de la garde côtière. Au total, 500 volontaires avaient accepté d'y participer. Nous disposions de plusieurs dizaines d'équipes qui comptaient chacune des policiers d'expérience, des civils et des militaires. Ils effectuaient des recherches méthodiques dans des secteurs bien définis. Chaque secteur avait été séparé en sous-sections et une équipe le ratissait. La consigne était stricte. Si quelqu'un trouvait le moindre indice, il devait le noter et surtout ne pas y toucher. Nos équipes d'experts judiciaires devaient ensuite se rendre sur les lieux et examiner les indices. La déception pouvait se lire sur le visage des volontaires. Certains soirs, je rentrais à la maison et ma femme et mes enfants avaient entendu parler du cas au journal télévisé. Mes enfants me demandaient « Papa, est-ce qu'ils vont retrouver la petite fille? Quand allez-vous la retrouver ?» Je suis convaincu que tous nos agents de police avaient la même conversation avec leur famille. Pendant que les recherches se poursuivaient, Gogan s'adressa au FBI pour faire analyser les indices qui avaient été recueillis dans la voiture du suspect. Comme le corps de la fillette n'avait pas été retrouvé, seuls les experts du FBI possédaient les ressources et l'expertise requises pour établir un lien entre les cheveux, les fibres, le sang recueilli et la victime. L'agent Doug Diedrich du service des micro-indices du FBI était chargé d'examiner les éléments que lui avait apportés Gogan. Il faut des moyens extraordinaires pour recréer l'environnement de la victime, par exemple à partir de ses cheveux ou des vêtements qu'elle portait lors de sa disparition. C'est ce qui est le plus difficile. Tant que le corps de la fillette ne serait pas retrouvé, il serait pratiquement impossible de faire accuser Caleb Hughes, à moins de trouver des preuves irréfutables de sa culpabilité. Diedrich et ses collègues du laboratoire furent étonnés de voir la quantité de micro-indices prélevés dans la voiture du suspect. Les experts du service de police de Fairfax avaient identifié près de 70 sortes de fibres différentes.
Cela incluait des fibres d'acrylique bleu, des fibres de coton rouge, des poils de lapin noir et, je crois, 2 ou 3 cheveux. Cela peut sembler peu, mais c'était monumental. De leur côté, les agents du FBI commencèrent leur propre enquête. Lorsque Caleb Hughes fut déclaré comme étant le seul et principal suspect, les médias s'emparèrent de l'affaire. Hughes n'a pas encore été accusé, mais il fait l'objet d'une surveillance continuelle du FBI. Les agents fédéraux, qui travaillent de concert avec la police de Fairfax, ont perquisitionné la résidence louée par le concierge. Ils ont découvert plusieurs objets qui ont été envoyés au laboratoire du FBI afin de voir s'ils ont un lien avec la victime. Les agents fédéraux ont refusé de faire des commentaires. Grâce à l'entrée en scène du FBI, l'autorité du grand jury prévalait sur celle de la police locale. Par conséquent, Hughes dut se soumettre à des analyses de sang et à d'autres tests judiciaires. Sans le grand jury, la police de Fairfax n'aurait jamais disposé d'autant de pouvoir. Lors d'entrevues télévisées, Hughes se plaignait du fait que sa vie avait été ruinée par cette intrusion. Les détails d'un passé difficile commencèrent à émerger. Hughes avait été élevé dans un milieu dysfonctionnel où l'on maltraitait les enfants. Il avait des antécédents de délinquance juvénile et consommait de la drogue et de l'alcool depuis plusieurs années. De plus, il avait une attirance envers les enfants. En tant qu'adulte, il avait été accusé de vol simple et de vol de voiture. Il avait également été reconnu coupable d'avoir entraîné un mineur à commettre des actes de délinquance. Nous avons découvert qu'il passait beaucoup de temps avec les enfants. Aucun d'entre eux n'était aussi jeune que Melissa. Il s'agissait plutôt de jeunes adolescents. Au laboratoire, les analystes du FBI examinèrent les taches sur les semelles de Hughes. Le luminol avait endommagé les échantillons qui provenaient de la voiture du suspect. Il fallait espérer que ces minuscules traces sur les semelles contenaient suffisamment de protéines humaines pour prouver l'implication du concierge dans la disparition de Melissa. Les échantillons furent soumis à des analyses sérologiques et génétiques. 15 jours après l'enlèvement de Melissa, on organisa un rassemblement au complexe d'appartements. La disparition de la fillette avait profondément affecté la population de Fairfax. Pendant cette période des fêtes de 1989, tous les soirs au journal télévisé, on diffusait les images filmées par le grand-père de Melissa Brannon. Comme la plupart des gens de la région de Washington et de Fairfax, nous avions tous fini par avoir l'impression de connaître cette jolie petite fille. Peu de temps après le jour de l'an, un juge d'un comté voisin reçut une lettre de l'agent de probation de Hughes. Il l'informait que ce dernier avait violé les conditions de sa remise en liberté relativement à une inculpation de vol de voiture 2 ans plus tôt. Le 24 janvier, le juge révoqua l'approbation de Hughes et ce dernier fut enfin mis derrière les barreaux. Il ne pourrait être remis en liberté qu'en novembre, ce qui donnerait amplement le temps au procureur de Fairfax de préparer l'accusation. Hughes n'avait pas pu être arrêté plus tôt à cause du manque de preuves. Maintenant, les experts du FBI pourraient procéder à toutes les analyses requises. Les chances de retrouver le corps de Melissa subsistaient toujours, mais sans lui, les preuves devraient être fabriquées dans le laboratoire judiciaire du FBI. L'expert Doug Diedrich avait d'ailleurs déjà trouvé une piste importante. Je me suis rappelé avoir identifié des poils noirs d'animaux dans les débris qui provenaient des sièges avant de la voiture. En examinant la robe de nuit de la fillette, j'ai remarqué ces mêmes poils entremêlés au tissage, et j'ai tout de suite fait un lien dans ma tête. J'ai installé ces poils sur des lamelles et je les ai comparés. C'étaient des poils de lapin teints et ils étaient identiques. De plus, ces poils présentaient exactement la même ondulation. L'agent Diedrich appela aussitôt le procureur pour savoir si Tammy Brannon possédait un manteau de fourrure. Non seulement la jeune femme en possédait-elle un, mais elle le portait lors de la soirée des fêtes. Sa mère le lui avait rapporté d'Allemagne. Le manteau était d'une couleur bleu-noir peu commune.
Melissa avait été en contact avec le vêtement à la maison et pendant la fête. Diedrich avait enfin trouvé un lien crucial entre la fillette et la voiture de Caleb Hughes. Ces poils nous permettaient de relier entre eux le manteau de la mère, la robe de nuit de l'enfant et la banquette avant de la voiture du suspect. Les semaines passèrent et le nom de Melissa disparut des médias. La vie avait repris son cours à Fairfax County, même si Tammy Brannan n'avait pas encore retrouvé son enfant. Pour la famille, il est très difficile de faire face aux événements, de faire son deuil. On s'accroche à l'espoir que l'enfant est encore en vie, alors qu'on sait bien que c'est peu probable et qu'on ne retrouvera sans doute jamais son corps. Tammy devait maintenant faire face à la triste réalité. Melissa était vraisemblablement morte. Nous voulions résoudre cette enquête, mais pas seulement dans le sens d'identifier et de faire juger un suspect. Nous voulions vraiment répondre aux questions, découvrir ce qui était arrivé à Melissa Brannan ce soir-là et pourquoi. Ces questions hantaient Tammy Brannan. Elle était dépressive et incapable d'aller travailler. Elle restait chez elle à attendre. L'agent Diedrich avait examiné les fibres d'acrylique bleu et rouge recueillies sur le siège du passager par Jim Gogan. Au premier coup d'œil, ces fibres correspondaient à la description des collants rouges et du chandail orné d'un Big Bird que Melissa portait le soir de sa disparition. Malheureusement, sans ces vêtements, il ne pouvait pas effectuer de comparaison. Il était dans l'impasse. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma femme. Selon elle, s'il y avait un Big Bird sur le chandail et non un Winnie the Pooh, c'est qu'il provenait de la chaîne de magasins JCPenney. Nous avions nous aussi des enfants du même âge. Diedrich demanda à sa femme si elle avait conservé des vieux catalogues des années précédentes. Elle lui répondit qu'elle avait conservé celui de Noël. L'expert fut stupéfait d'apercevoir une photo de la réplique exacte de l'ensemble que portait la petite Melissa. Les agents du FBI téléphonèrent au responsable de JCPenney. Cela faisait maintenant plus de 2 mois que Tammy Brannan attendait un téléphone qui lui donnerait des nouvelles de sa fille. Puis, de façon inattendue, la sonnerie se fit entendre. Un homme lui révéla qu'il détenait Melissa et qu'il la lui rendrait le lendemain en échange de la somme de 75 000 $. Sinon, avait-il dit, sa fille en subirait les conséquences. Selon les statistiques, un enfant enlevé par un étranger est généralement mort dans les 3 heures qui suivent. La probabilité que Melissa soit encore en vie après autant de temps était presque nulle. Tammy appela immédiatement sa mère, mais le détective Wildon l'a mis en garde de ne pas se faire de faux espoirs. Le détective Wildon avait donné son accord à Tammy Brannan pour coopérer avec le ravisseur en espérant que s'il détenait vraiment l'enfant, il la remettrait à sa mère vivante. Les manœuvres d'extorsion sont sous la juridiction du fédéral aux États-Unis. Ce sont donc des agents du FBI qui orchestrèrent le dépôt de la rançon. L'escouade spéciale était prête à passer à l'action lorsque 2 jeunes hommes se présentèrent dans le stationnement pour ramasser l'argent. Ils furent arrêtés sur le champ. Mais détenait-il vraiment Melissa? L'information fournie lors de l'appel téléphonique était si vague et générale qu'elle pouvait aussi bien provenir d'un bulletin télévisé que d'un journal. En général, lorsqu'un ravisseur demande une rançon, il détient des informations très précises qu'il est le seul à connaître, ou tout au plus qu'il partage avec certains enquêteurs seulement. Les 2 jeunes hommes étaient d'anciens étudiants. Ils avaient partagé une chambre sur le campus de l'université de la région. Ils avaient vu dans l'affaire Brannan la possibilité de se faire de l'argent facilement.
Ils furent trouvés coupables de 5 chefs d'accusation, dont conspiration et manœuvre d'extorsion. C'était un canular de très mauvais goût. C'était vraiment horrible de penser que quelqu'un pouvait délibérément faire souffrir une mère ainsi. Il y avait une énorme quantité de poils de chien et de cheveux dans les échantillons recueillis par l'expert Jim Gogan de la police de Fairfax. Les experts du FBI trièrent minutieusement tous ces micro-indices et découvrirent enfin un cheveu différent de tous les autres. Le cheveu était blond clair et correspondait exactement à ceux qui avaient été prélevés sur la brosse à cheveux de Melissa. Par cette analyse de cheveux, Diedrich en était à sa deuxième découverte importante dans l'enquête, mais il n'était pas encore parvenu à comparer les fibres recueillies dans la voiture de Hughes aux vêtements de la petite Melissa. L'ensemble de la fillette avait été conçu spécialement pour Noël et n'était plus en stock. Les responsables de JCPenney donnèrent au FBI la liste des clients qui les avaient commandés par catalogue. Des agents du FBI se sont ensuite dispersés aux États-Unis pour repérer des gens qui possédaient encore cet ensemble avec le dessin de Big Bird acheté par le biais du catalogue de JCPenney. Finalement, ils ont trouvé une famille. Avec ces vêtements en main, les experts pourraient sans aucun doute constituer une preuve solide. Les agents du FBI demandèrent à la famille de faire parvenir les vêtements au laboratoire judiciaire de Washington. On préleva des fibres rouges de la jupe de coton et des fibres bleues du chandail en acrylique. Une analyse complète permit de conclure que les fibres étaient identiques à celles qui avaient été recueillies dans la voiture de Hughes. Et il y avait également d'autres fibres, comme ces fils jaunes qui provenaient du motif de la jupe. Tout était parfaitement identique. Je disposais de la preuve qu'un enlèvement s'était produit. Tout corroborait le fait que la victime s'était trouvée sur le siège du passager de la voiture du suspect. Grâce à ces nouvelles preuves, la poursuite pouvait désormais procéder à la reconstitution des événements. Lors de la fête, Hughes avait tenté de séduire quelques femmes, mais elles l'avaient rejetées les unes après les autres. Il s'était alors tourné vers un substitut. Enivré par la colère autant que par l'alcool, un désir pervers avait transformé Caleb Hughes en un prédateur. Il avait observé les enfants, n'attendant que le moment propice. Dès qu'il en avait eu l'occasion, il avait saisi la petite Melissa Brannan. Caleb Hughes avait alors franchi la limite de l'acceptable. L'analyse des vêtements constituait une preuve solide et permettrait à coup sûr de garder ce meurtrier derrière les barreaux. Mais d'abord, Diedrich devait convaincre le jury de l'importance de sa découverte et de l'improbabilité d'une erreur. Il demanda à ses collègues de lui prêter tout vêtement fait d'acrylique bleu qu'il possédait. Il en recueillit plus d'une centaine. L'objectif était de vérifier si les fibres recueillies dans la voiture de Hughes pouvaient ressembler à l'un de ses vêtements. La réponse était non. À partir des vêtements, Diedrich avait prélevé 126 sortes de fibres différentes. Il effectua pas moins de 7983 comparaisons avec celles qui provenaient de la voiture de l'accusé. De toutes ces analyses, un seul vêtement correspondait exactement aux fibres de la voiture.
Il s'agissait du chandail bleu orné du personnage de Big Bird. Lorsqu'on trouve deux objets identiques, c'est très révélateur. Ce n'est pas un hasard. En général, cela signifie quelque chose. Bien sûr, on ne peut nier le fait que cela pourrait être une coïncidence, mais après toutes mes années d'expérience, je crois beaucoup moins au hasard. 3 semaines avant le procès, les détectives terminaient leur enquête lorsqu'un événement inattendu se produisit. Dans un comté voisin, des policiers avaient découvert le corps d'un enfant dans un boisé situé sur le terre-plein central de l'autoroute 95. J'ai appelé Wilden. Nous sommes partis à bord de sa voiture. Nous étions sûrs que c'était ça. Hughes connaissait très bien ce secteur. Il y avait déjà passé du temps. J'étais convaincu d'être sur la bonne piste. Ce terre-plein était large et densément boisé. Cela aurait été probablement très facile pour Hughes de garer sa voiture sur le côté de l'autoroute et de cacher le corps dans cette végétation très dense. Les chances de trouver quelque chose ensuite étaient minces. Les policiers croyaient avoir découvert le corps de Melissa près de l'autoroute 95. Si c'était le cas, l'avocat du procureur, Robert Oran, pourrait faire inculper Hughes de meurtre au premier degré. Malheureusement, il s'agissait de faux espoirs. Dès que nous sommes arrivés sur les lieux, j'ai regardé les ossements et j'ai su que ce n'était pas Melissa Brannon. Elle avait des bagues sur 3 de ses doigts. C'était une jeune fille âgée entre 12 et 14 ans et son corps se trouvait là depuis 2 ans. La jeune fille ne fut jamais identifiée. Près d'1 an après la disparition de Melissa, Hughes fut enfin accusé de son enlèvement par le grand jury. Il fut transféré de la prison de Prince William à celle de Fairfax County. Oran avait retardé son accusation le plus possible dans l'espoir qu'on finisse par retrouver le corps de la fillette. Après tout ce temps, nous étions convaincus que l'enfant avait été tué. En Virginie, nous avons le pouvoir de prouver qu'il y a eu meurtre en l'absence du corps. Mais pour ce faire, nous devons d'abord prouver à quel endroit il s'est produit, ce que nous ne pouvions pas faire dans ce cas-ci. Nous n'avons donc pas pu faire accuser Hughes de meurtre. Le chef d'accusation le plus grave qu'on pouvait porter contre lui était enlèvement avec intention d'abus sexuel. Hughes plaida non coupable. Il n'y avait guère de personne dans Fairfax County à croire que Melissa était encore vivante. Mais tous, et en particulier Tammy Brannon, ressentaient le besoin de savoir ce qui s'était réellement passé et désiraient que justice soit rendue. C'est très important pour la famille d'obtenir des réponses, de savoir exactement ce qui s'est produit, même si c'est difficile à entendre. Ils veulent comprendre ce qui est arrivé à l'enfant à l'aide d'informations concrètes. C'est nécessaire pour faire son deuil et pouvoir ensuite continuer à vivre. Grâce aux nombreuses analyses de Diedrich, Robert Oran était confiant de réussir à convaincre le jury de la culpabilité de Hughes. Le procès débuta le 26 février 1991. L'accusation de Oran était axée sur le fait que Hughes avait affiché un comportement sexuel déviant lors de la fête. Il fit témoigner plusieurs femmes et les interrogea sur les propositions sexuelles explicites que le suspect leur avait faites. Certaines d'entre elles déclarèrent l'avoir aperçu en train de jouer avec Melissa ou de lui parler peu avant sa disparition. Le fait qu'il ait tenté de cacher des preuves en lavant ses vêtements, sa ceinture de cuir et ses chaussures était également suspect. De plus, il n'était jamais parvenu à expliquer d'une façon crédible les entailles sur les semelles de ses chaussures, ni l'emploi de son temps au cours des 2h30 qui s'étaient écoulées entre son départ de la fête et son arrivée chez lui. La défense devait expliquer ce qui s'était produit pendant ce laps de temps. Ils n'y sont jamais parvenus.
S'ils y étaient parvenus, ils nous auraient porté un coup fatal. Nous n'aurions certainement pas remporté la cause. Les analyses du sang sur les chaussures n'étaient pas concluantes. Cependant, la poursuite put démontrer la parfaite concordance des poils de lapin, des cheveux et des fibres recueillies. La défense riposta en déclarant qu'il ne s'agissait que de preuves indirectes. Ces preuves étaient peut-être indirectes, mais elles demeuraient tout de même incriminantes. Afin d'obtenir la peine maximale, Horan espérait convaincre le jury que Hughes avait enlevé la petite Melissa dans le but de la violer une fois dans sa voiture. La seule façon d'expliquer le fait que nous ayons retrouvé les fibres de ses vêtements sur le siège avant était que son manteau lui avait été enlevé dans la voiture. Hughes n'avait qu'une seule raison pour déshabiller la fillette, et c'était de la violer. La vérité, c'est que cette fillette de 5 ans était assise dans le véhicule contre son gré. Le procès de Caleb Hughes dura 8 jours. Après 9 heures de délibération, le jury le trouva coupable de l'enlèvement de Melissa Brannan avec l'intention de la violer. Il fut condamné à 50 ans de prison. Pour la famille, c'est une affaire qui n'a pas de fin. Comme le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé, ils espèrent toujours qu'il réapparaîtra. C'est très difficile pour eux. Caleb Hughes purge actuellement sa peine d'emprisonnement. Le corps de Melissa Brannan n'a jamais été retrouvé. Depuis, Tammy Brannan a déménagé, mais elle a conservé le même numéro de téléphone car sa fille le connaissait par cœur. Elle espère encore qu'un jour le téléphone sonnera et que Melissa sera au bout du fil.